Bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, action de guerre et propagande, les deux faces de l'intervention russe en Syrie. En Jordanie, des unités militaires antiterroristes font leur JO. Reportage à suivre. En Égypte, les débats continuent entre archéologues sur la présence éventuelle de Néfertiti dans le tombeau de Toutankhamon. En Syrie, la trêve entre le régime et les rebelles à Alep a été prolongée une nouvelle fois de 48 heures. Les troupes russes, elles, n'ont pas quitté le territoire, contrairement à ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine. Le président russe cherche à valoriser l'aspect humanitaire de ses interventions. Dernière opération de propagande, l'organisation d'un concert symphonique sur le site de Palmyre. Pendant que les musiciens jouaient du Prokofiev, l'armée russe continuait à apporter son soutien à Bachar el-Assad. Il rentre de mission sur la base aérienne de Latakié. Plus de 80 sorties pour ces bombardiers russes au cours des 4 derniers jours. La Russie, depuis peu, pourtant, a réduit sa présence en Syrie. Quelques-uns de ses avions et de ses hélicoptères sont rentrés au pays. Quelques-uns de ses soldats aussi, mais pas tous, loin de là. Combien sont-ils exactement aujourd'hui ? Une question à laquelle il est bien difficile d'obtenir une réponse. Il nous reste ici suffisamment d'hommes, croyez-moi, pour lutter efficacement contre les groupes terroristes que sont l'État islamique et le Front al-Nosra. Le ministère russe de la Défense a convié la presse étrangère à suivre une partie de ses activités en Syrie. À bord de 5 autocars et sous bonne escorte, direction la région de Hama, à 2 heures de route de la côte méditerranéenne. Ce que l'on tient à nous montrer, c'est que la Russie ne se contente pas de larguer des bombes. Surtout depuis que l'armée syrienne, grâce au soutien de Moscou, a gagné du terrain et reconquis une partie des villages perdus. C'est le cas notamment de Kokab, où la population, alignée le long de la route, acclame les visiteurs. C'est pour que nous filmions ce genre de scène que l'armée russe nous a conduits jusqu'ici. La liesse très organisée et pas très spontanée des habitants de ce village, libérés récemment, tous des partisans de Bachar el-Assad. Cet habitant nous explique que c'est pour fêter le retour des familles qui avaient fui les combats que l'on a sorti les flûtes et les tambours. Pour les militaires russes, le scénario est bien rodé, même si, comme à chaque fois, c'est un peu la pagaille. Ils distribuent de l'aide humanitaire, du riz, du sucre, des biscuits et des galettes de pain. Mais le clou du spectacle, c'est ici qu'il va se dérouler, sous cette tente. Ces hommes, le visage caché sous un foulard, nous sont présentés comme des rebelles repentis qui ont choisi librement de déposer les armes. Des scènes identiques se seraient déroulées dans plus de 90 villages depuis 2 mois. Mais tous se trouve dans la zone sous le contrôle de Bachar el-Assad, le protégé de Vladimir Poutine. Et il en faudra plus après 5 ans de guerre pour parvenir à une véritable réconciliation à travers tout le pays. En Israël, le procès d'un soldat israélien accusé d'avoir achevé un Palestinien d'une balle dans la tête s'est ouvert ce lundi à Jaffa. Blessé et à terre, le Palestinien ne semblait plus présenter aucun danger lorsqu'il a été tué. Ce jeune sergent franco-israélien de 19 ans a été inculpé d'homicide par la justice militaire, une inculpation qui a soulevé la polémique en Israël. Axel Simon et Florent Rodeau nous en disent plus. Homicide involontaire et comportement indigne de l'armée israélienne, voilà ce qui est reproché à Elor Azaria, ce soldat de 19 ans. Réconforté par sa mère lors de sa comparution devant le tribunal militaire de Jaffa, le jeune franco-israélien est accusé d'avoir illégalement tué un Palestinien blessé et à terre. Pour son avocat, le jeune homme a agi dans le cadre de la légitime défense. C'est le début officiel du procès. Nous sommes prêts et nous allons garder la même ligne de défense. Justice sera rendue. La route sera longue, mais nous ferons avec. Les faits remontent au 24 mars dernier. Abdel Sharif, un Palestinien de 21 ans armé d'un couteau, vient d'attaquer des soldats israéliens à Hébron. Blessé, au sol, il ne semble plus alors présenter le moindre danger. C'est pourtant à ce moment-là qu'il reçoit une balle en pleine tête. Un coup de feu mortel, comme le confirme l'autopsie pratiquée quelques jours plus tard.
Au cœur du débat, le récit livré par Elor Azaria. Pour le jeune homme, Abdel Sharif tentait de se ressaisir de son couteau lorsqu'il a appuyé sur la gâchette. Une version des faits contredite par cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les attaques au couteau sont en recrudescence depuis le mois d'octobre. Particulièrement touchée, la ville d'Hébron, au sud de la Cisjordanie. Issa Amro prône des actions non violentes. Tous les jours, il est au contact de jeunes susceptibles de passer à l'acte. Ils nous disent « on n'a rien à perdre, notre vie ce n'est pas une vie, on n'a aucun espoir pour le futur. Regardez l'économie, le chômage, on est désespérés. Notre vie ne ressemble à rien sous l'occupation israélienne, alors on veut se sacrifier et peut-être que ça changera quelque chose. » L'affaire s'est depuis invitée dans le débat public et divise la population israélienne. Si certains plaident pour un usage proportionné de la force, d'autres invoquent la légitime défense. Devant l'ampleur du scandale, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soutenu par son ministre de la Défense, a indiqué qu'il réprouvait l'acte du jeune soldat. Et l'émission Reporter diffuse en ce moment un grand reportage sur l'intifada, des couteaux de nos correspondants à Jérusalem, Pierrick Laurent et Iris Maclair. Toujours en Israël, cette initiative pour la paix, un tournoi de football a rassemblé Israéliens et Palestiniens. 300 joueurs de tous âges, dont des joueurs israéliens de première division. C'est l'ancien président israélien Shimon Peres qui a donné le premier coup de sifflet. Comme quoi, le sport peut être au service de la paix. La Jordanie, coincée entre la Syrie et l'Irak, est aujourd'hui l'allié arabe majeur de la coalition contre l'organisation de l'État islamique. Près de la capitale, une base d'entraînement forme les armées de toute la région. La semaine dernière, les unités d'élite de 11 pays ont été conviées pour un événement un peu particulier, la Warrior Competition, les Jeux olympiques des forces spéciales en quelque sorte. Pour cette 8e édition, 25 équipes se sont affrontées lors d'épreuves pour déterminer la meilleure unité antiterroriste au monde. Reportage de Julien Fouchet. Derrière cette porte, des terroristes à abattre. La tension est bien réelle. Et pourtant, les djihadistes sont en plastique. Cette unité antiterroriste jordanienne a libéré l'immeuble et elle doit rejoindre ses 4 plots, le tout en moins de 3 minutes. Bienvenue à la compétition annuelle des Warriors. 25 forces antiterroristes du monde entier qui s'affrontent dans une guerre pour de faux. Dans la poussière, le Kazakhstan. Les pieds dans l'eau pour la garde royale jordanienne. Des Chinois, extrêmement motivés. Des Canadiens plutôt détendus. Ou encore cette unité libanaise plus habituée à infiltrer clandestinement des mouvements terroristes. Ça fait du fun dans l'entraînement. Ça permet de partager avec d'autres pays aussi? Oui, bien sûr, partager de l'expérience, partager des compétences avec les autres. Voir comment les autres font et comment on fait. Les Américains sont aux commandes de la compétition. Des membres des forces spéciales qui préfèrent rester discrets sur leur présence en Jordanie. C'est un bel endroit à visiter, nous allons à Petra. Vous savez, il y a beaucoup de choses à voir ici. Les épreuves se déroulent sur cette base entièrement financée par Washington. Près de 3000 hectares de décors hollywoodiens avec la reconstitution d'une ville et d'un aéroport civil. Un camp d'entraînement dans un pays situé entre l'Irak et la Syrie et qui fait la fierté de la garde royale jordanienne. La Jordanie est un pays pacifique entouré de terroristes. C'est ici que toutes les armées arabes viennent s'entraîner. C'est un point central pour rassembler toutes les armées. Ce rassemblement, d'autres ne l'auraient manqué pour rien au monde. Les sponsors, des marchands d'armes, un peu débordés par leur succès. Si vous êtes civil, vous ne pouvez pas tirer avec les armes. Le meilleur endroit aujourd'hui, c'est la compétition des Warriors, parce que vous avez une visibilité internationale auprès de toutes les unités. Et le business est bon ici? Regardez autour de vous, ça répond à votre question. On en oublierait presque les vrais vainqueurs de la compétition. Les Panthères Noires, l'unité antiterroriste libanaise, a remporté la première place, suivie par les Palestiniens et les Canadiens.
Néfertiti est-elle là? Les avis entre égyptologues divergent. Certains sont convaincus que la momie de la reine se trouve dans une pièce non explorée du tombeau de Toutankhamon. D'autres veulent poursuivre les recherches à condition de disposer des moyens technologiques les plus modernes pour ne pas endommager le tombeau de Toutankhamon. Florence Tomaso. Ce dimanche au Caire, les égyptologues se sont réunis pour tenter de percer l'une des plus grandes énigmes de l'Antiquité. La tombe de Toutankhamon cacherait-elle celle de Néfertiti, reine à la beauté légendaire, épouse d'Akhénaton? Sur cette question, les scientifiques se déchirent. Depuis la reprise des fouilles interrompue par le printemps arabe, les recherches se sont accélérées dans la vallée des rois, avec des moyens techniques ultra perfectionnés. Selon certains scientifiques, une chambre funéraire jamais mise au jour existerait derrière le tombeau de Toutankhamon, un tombeau découvert en 1922 et recelant plus de 5000 objets intacts, l'un des plus fabuleux trésors jamais découverts au monde. Selon le chercheur Nicolas Reeves, des traces repérées dans le mur laissent penser à des portes comme celles repérées par Howard Carter lors de son extraordinaire découverte. Je cherchais la preuve qui me dirait que ma première intuition n'était pas la bonne. Mais je n'ai pas trouvé cette preuve. J'ai juste trouvé de plus en plus d'indicateurs qui démontrent qu'il se passe quelque chose de plus dans la tombe de Toutankhamon. Depuis ces premières recherches, des archéologues venus des 4 coins du monde ont entamé une inspection des murs du tombeau. Les derniers sondages de la paroi, avec un scanner japonais très élaboré, ont laissé les scientifiques sur leur faim. Côté égyptien, on refuse de creuser la paroi sans une preuve matérielle et on remet en question la thèse de Nicolas Reeves. Le radar japonais n'a jamais rien révélé, donc aucun radar dans le monde ne peut dire qu'il existe une matière organique derrière ce mur. Ça n'est jamais arrivé. Donc tout ce qui a été dit à propos de la découverte sur Néfertiti dans la tombe de Toutankhamon est incorrect. Ces deux thèses qui s'opposent mettent en lumière les relations souvent tendues que l'Égypte entretient avec les archéologues étrangers. Le Caire apprécie peu les découvertes réalisées par les Occidentaux. Des chercheurs mieux formés, mieux équipés et qui ont souvent fait main basse sur les antiquités. Ce dimanche, les archéologues sont tombés d'accord sur une seule chose. Il faut poursuivre les recherches afin peut-être de découvrir un jour un trésor aussi inestimable que celui de Toutankhamon. Et c'est la fin de ce magazine. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com. Merci à vous tous de votre attention.